Bon, moi, je vais juste faire une introduction très rapide. Après, c'est Thomas qui va effectivement faire l'essentiel de la présentation. Et Alexandre Carras n'était pas là aujourd'hui. Et Noémie participe également à ce groupe 1. Mais bien sûr, il est amené non seulement à grossir, mais à travailler en collaboration, avec le FIRN, qui est ce réseau des soins intensifs néphrologiques qui s'est mis en place il y a maintenant 2-3 ans. Et on essaie de développer de plus en plus d'études autour de l'IRA, mais aussi des glomérulonéphrite rapidement progressives. Alors moi, je vais essentiellement vous parler de ces quelques problématiques qu'on a ciblées. Il y en a peut-être d'autres, mais ça en faisait déjà un certain nombre. Et Thomas ensuite va rentrer plus dans le détail. Ce qui nous paraît important, finalement, on l'a vu depuis ce matin, c'est quand on parle des vascularités en cas qu'on est néphrologue, le mécanisme reste quand même encore largement indéterminé avec les interactions entre les différents compartiments intrarénaux qui restent vraiment à détailler, et l'impact éventuellement des sous-types histologiques. On sait par exemple qu'il y a eu une étude qui montrait que quand on rajoute de l'endoxan au rituximab, ou plutôt quand on regarde les résultats des biopsies rénales de l'étude Ritux-VAS, finalement l'ajout d'endoxan peut-être agirait sur cette partie très inflammatoire tubulo-interstitielle. Et ça, c'est vrai que c'est jamais regardé dans les autres études, et on a un gros problème, Thomas va en reparler, de classification histologique de ces pathologies, parce qu'un grand nombre de malades dans ces essais cliniques ne sont pas biopsiés, ce qui gêne l'interprétation, à notre sens, des réponses au traitement. Est-ce qu'un malade a une GNRP? Parfois, ils arrivent, comme on l'a dit ce matin, en insuffisance rénale presque aiguë et pas juste rapidement progressive. Donc, est-ce que la vitesse de progression de l'insuffisance rénale a un impact sur la réponse, sur le traitement? On ne sait pas. L'impact de l'histologie, et donc, on l'a dit, la réponse au traitement avec des études qui vont débuter, en tout cas en particulier rétrospectives, autour de l'impact de la biopsie rénale sur la réponse aux échanges. Ensuite, il y a un autre élément qui nous paraît vraiment important de bien développer dans les prochaines années, ça va être les critères de réponse rénale, avec finalement pas de très bons critères pour préciser quel malade a eu une réponse satisfaisante, rapide ou pas rapide, et bien évidemment c'est là que la biopsie rénale précoce au diagnostic va permettre de mieux préciser ces critères de réponse rénale. Et enfin, on va vous montrer qu'il y a certains biomarqueurs, soit sériques, soit urinaires, soit tissulaires, qui sont en train d'émerger. Alors on a déjà parlé un tout petit peu du CD163 urinaire, probablement que le CD163 tissulaire pourrait aussi aider, pas forcément à identifier le diagnostic de vascularité, parce que là on fait la biopsie, mais peut-être préciser le pronostic et éventuellement le pronostic rénal. Et puis on réfléchit à mettre en place des approches sans a priori, omiques, ciblées, transcriptomiques tissulaires, mais aussi urinaires. Et puis finalement, on a commencé à voir ce matin qu'il y avait des traitements qui ciblaient plus l'atteinte rénale, c'est-à-dire en attendant que le traitement immunologique soit efficace, on va essayer de cibler l'atteinte rénale. On a parlé de la pioglitazone potentielle. Il y a aussi les anticomplémentaires, on a parlé de l'avacopan un tout petit peu. L'éculizumab, en tout cas, on en a une expérience chez quelques malades, semble aussi être éventuellement très efficace sur l'atteinte rénale, sans corticothérapie, donc on pourra en rediscuter. Je laisse. Moi, je vais d'abord rappeler un petit peu me faire déshabiller et après rappeler les enjeux. Les enjeux, on les connaît bien, on sait que l'insuffisance rénale, c'est un des facteurs prédictifs importants de mortalité dans les vascularités en cas. Donc ça, et en particulier l'altération du DFG. Il y a quand même un autre retentissement qui est la morbidité, qui est loin d'être négligeable, puisque l'enjeu c'est quand même l'insuffisance rénale terminale, et donc il y a quelque chose à faire sur la perte du DFG. Là j'ai repris la série publiée par une rhumatologue, Barrenieri, à partir du groupe collaboratif nord-américain. Donc dans cette série, qui est une série historique qui allait des années 80 à 2010, il y avait quand même 25% d'insuffisance rénale terminale à 1 an et 46% à 5 ans. Alors ce qu'on peut voir quand même au fil des années, et ce dont on peut se réjouir, c'est quand même qu'il y a une amélioration du pronostic au fil des années, avec depuis les années 2000 une diminution de l'incidence de l'insuffisance rénale terminale au cours du suivi. Alors quels sont les facteurs de risque identifier l'insuffisance rénale terminale? Là on est assez déçu parce que, comme souvent en néphro, on retrouve la créatinine au diagnostic qui vient tout écraser, tous les paramètres, et c'est pas un paramètre sur lequel on peut beaucoup jouer, ou alors il faut améliorer nos rapidités diagnostiques. Ça c'est un point. La créatinine AM6, ça a été moins publié, donc l'évolution de la créatinine c'est quelque chose qui n'a pas été tellement exploré, qui mériterait certainement de travailler un petit peu plus dessus. Les rechutes rénales, les rechutes rénales sont un facteur de risque d'insuffisance rénale terminale, et De Jode avait publié que ça fait amener à une perte de DFG, je pense de 8 ml sur une rechute rénale. Et l'anatomopathologie a été beaucoup explorée, je n'ai pas mis toutes les références qui concernent l'anatomopathologie, je reviendrai rapidement sur les choses.
Rechute rénale. Alors, c'est pas les rechutes rénales, excusez-moi. C'est la même étude de Renieri. Elle a regardé les rechutes à partir du groupe collaboratif américain. Et vous enlevez rechute rénale, ce sont les rechutes. Ces rechutes n'ont pas beaucoup diminué, elles. Donc, si on améliorait le pronostic en termes d'insuffisance rénale terminale, curieusement, le nombre de l'incidence des rechutes rénales au fil des années n'apparaît pas différent. Est-ce qu'on connaît des facteurs de risque des rechutes rénales? Moi, j'ai retrouvé, et en tête, j'avais 3 études. Une toute récente à partir toujours du réseau européen et des études européennes, de Wester Trejo, qui nous dit les rechutes rénales, c'est un facteur de risque d'insuffisance rénale terminale. Quels sont les facteurs de risque de rechute rénale? On ne sait pas. On a le papier de Renieri à partir des études américaines interventionnelles Wiggett Rave qui nous dit que l'hématurie M6 est un facteur de risque d'insuffisance rénale terminale, mais avec une valeur prédictive qui est très 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 mauvaise. On ne peut pas se contenter de cette hématurie. Et on a un papier toujours à partir de l'ANAPAT et des études européennes qui nous dit que l'absence d'infiltrat tubulo-interstitiel, on ne sait pas bien pourquoi, mais l'absence d'infiltrat tubulo-interstitiel augmente le risque de rechute. Cet infiltrat tubulo-interstitiel n'est pas typé, on ne sait pas quel type de cellule il y a ou il n'y a pas. Alors la biopsie rénale, vous savez qu'il y a 3 classifications maintenant qui sont sorties, enfin classification ou score. Il y a la classification de Burden qui avait été publiée en 2010, qui est une classification exclusivement glomérulaire, qui a défini un pronostic sur la survie rénale. Il y a une deuxième classification de la Mayo Clinic, donc qui là, elle intègre les lésions artérielles et les lésions tubulo-interstitielles. Et puis il y a la dernière en date qui avait été publiée par le groupe allemand sur le Lanka Renal Risk Score. Donc c'est des classifications qui sont... Là, excusez-moi, la dernière prend en compte le glomérulaire, le tubulaire et le DFG. C'est des classifications qui sont certainement intéressantes, mais qui n'ont jamais été utilisées dans aucun essai. Et en fait, aujourd'hui, on n'utilise absolument pas ces classifications dans nos décisions thérapeutiques. Il n'y a que l'Anka Renal Risk Score qui identifierait peut-être un sous-groupe de patients chez lesquels le traitement, en tout cas pour la récupération rénale, serait futile. Mais c'est vraiment la seule donnée. Je vous ai donné je vous ai cité les 3 travaux récents sur les classifications. Il y a ce qui a été dit sur les lésions tubulo-interstitielles et notamment la mauvaise réponse au rituximab lors de certains infiltrats interstitiels. C'est ça les principaux facteurs de risque, identifiés sur le plan anatomopathologique. Alors si le but c'est de personnaliser la prise en charge, parce qu'en fait on arrive à ça, à se dire que le rein c'est bien, mais c'est pas un seul type de patient, c'est des PR3, c'est des MPO, c'est des patients qui aggravent vite leurs lésions rénales, c'est des gens qui ont des lésions plus ou moins fibreuses ou plus ou moins actives. Comment faire? Alors diminuer les séquelles pour nous c'était certainement identifier des biomarqueurs diagnostiques d'activité précoce, en particulier pour les rechutes, parce que pour le primo-diagnostic je vois mal comment on peut faire. Les stratégies thérapeutiques, je pense qu'on en a parlé ce matin sur le rôle de la pioglitazone. Je pense que ça rentre dans cette idée de comment diminuer la séquelle glomérulaire et tubulo-interstitielle. Alors diminuer les rechutes, c'est identifier les populations à risque. Je vous l'ai dit, pour l'instant c'est un échec complet et déterminer des biomarqueurs et des stratégies. On a d'abord essayé de recenser un petit peu ce qui se faisait en ce moment sur le rein et les vascularites en cas. Il y a quelques études rétrospectives d'abord. Il y a Benjamin qui mène une étude sur les critères histologiques de réponse aux échanges plasmatiques, un petit peu pour devancer Pexivas dans ses résultats, parce que je pense que les biopsies de Pexivas vont être lues à un moment ou à un autre. Nous, on aimerait reprendre l'impact pronostic de la PBR, mais notamment chez les patients qui n'ont pas des insuffisances rénales sévères. Ça a été assez peu fait. Et comme vous l'avez vu, c'est surtout les lésions très fibreuses qui sont des facteurs pronostiques d'insuffisance rénale terminale. On n'a pas d'études ou très peu d'études sur le potentiel de récupération rénale en fait. Il y a une étude en cours sur le plan épidémiologique sur les gonorrhées extracapillaires post-immunes chez les patients double négatifs. C'est nos collègues de Nantes qui sont en train de réaliser ça. De manière prospective sur les biomarqueurs, c'est toujours les collègues nantais, j'ai vu sur Clinical Trials, qui font une étude sur le micro-RNA chez les patients atteints de gonorrhée post-immunes. Et nous, on veut reprendre les études européennes et françaises pour essayer justement de caractériser le profil de rechute des patients avec une glomérulonéphrite non PR3.
En France, j'ai cité Master Anka, j'ai cité le projet de Norilabs et je suis désolé, je ne savais pas si Renato était déposé ou pas. Alexandre Carras m'en avait un petit peu parlé, mais c'était en point d'interrogation à ce moment-là. Et puis il faut regarder un petit peu ce qui se passait hors France. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'études ancillaires de Pexivas. On sait qu'il y a beaucoup d'intérêt sur les marqueurs urinaires. Je ne reviens pas, on les a cités. Il commence à y avoir des papiers sur la protéomique dans les vascularites en cas. Je pense que ça sera important. Et sur le plan thérapeutique, il y a nos collègues anglo-saxons qui vont certainement développer un projet d'étude interventionnelle sous le nom de Cyclovas qui combine cyclophosphamide, rituximab, quasiment pas de corticoïdes, relais humurel. Et donc ça, c'est le groupe de Londres qui va certainement déposer un projet à ce niveau-là. Donc ça, c'est les projets rétrospectifs. Si vous en avez... Parce que ces projets, on s'est rendu compte qu'ils étaient volontiers redondants et je pense que des patients peuvent participer à une étude à une autre et c'est un peu bête à chaque fois de faire la collecte de données à 2 reprises. Vous êtes les bienvenus pour nous les signaler, on en fera la publicité autant que possible. On pense que s'il y a un objectif à avoir, le premier, ça serait d'avoir une cohorte prospective avec une bonne description des données clinico-biologiques et anatomopathologiques. Donc je pense que ça devrait être notre priorité, comment développer sur les centres qu'ils peuvent et avec les financements dont on pourra discuter cette cohorte et essentiellement développer des collaborations. Je vais m'arrêter de parler, mais je pense que l'anatomopathologie c'est la première de l'épidémio et travailler sur les biomarqueurs me paraît aussi important. Voilà où on en est un petit peu des points d'interrogation.